Eric, c'est à toi. Oui, bonjour à tous et d'abord un grand merci à toute l'équipe de CIDB pour cette organisation. Je suis impressionné par le nombre de participants. Je vais essayer de tenir mon temps et le but aujourd'hui de cette présentation, c'est d'introduire le Noise Locator NL1 qui il va être un outil supplémentaire d'aide à l'analyse qui permet de déterminer la direction du bruit dominant. Donc un petit préambule sur NTI Audio. NTI Audio, c'est une entreprise qui a aujourd'hui 25 ans d'âge, qui est suisse. Nous sommes, Pierre et moi, Pierre Arcé qui est présent et moi-même, représentants de la filiale française qui est à 100% à NTI Audio AG. Voilà. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, moi, je vous entends plus. Moi, qu'est-ce qui se passe là? C'est Si, Oui, embêtant, ça. j'entends. Vous m'entendez, c'est bon? oui. Oui, oui, on vous entend, pas de problème. Ok. Oui, pas de problème, on Une vous ex- entend. On t'entend, Merci. Eric. Ok, c'est bon, excusez-moi. Moi, j'avais pas de feedback. Alors là, Eric, vous venez de couper votre micro. Donc là, on va plus vous entendre. Est-ce que vous m'entendez là? C'est bon? Oui, on t'entend, Eric, c'est bon. Je comprends pas en fait. Quand je veux passer d'un slide à l'autre, j'ai l'impression que le micro se désactive. C'est la première fois que ça m'arrive. Excusez-moi. On reprend. Donc, ah bah oui, à chaque fois ça coupe en fait. Mais qu'est-ce qui se passe là? Ok. Là, vous m'entendez toujours, hein. Donc, ça permet de mesurer avec une nouvelle dimension qui va compléter la simple mesure du niveau sonore. Et pour les utilisateurs, ça va permettre de comprendre, d'analyser simplement des situations qui peuvent être complexes dans des champs où il y a des sources multiples. Et voilà à quoi ça ressemble. La partie haute, c'est la partie métrologique, qui est le microphone de mesure classique avec une unité microphonique extérieure anti-intempérie. Et la partie du bas qui est un peu arrondie. Je vais vous détailler, je vais vous montrer ce que c'est, puisqu'on va retirer ensemble la bonnette. Alors, auparavant, je vais je vais partager avec vous une expérience qu'on a fait, qui était un POC, où on s'est dit les techniques existantes qui sont le- la mesure de différence temporelle ont des gros désavantages concernant la résolution en basse fréquence ou la dimension des systèmes. Et on s'est dit, on va utiliser, plutôt que de la TDOA, une sonde d'intensité acoustique. Alors, on a fait un POC, on a fait une première sonde d'intensité acoustique 3D l'année dernière. Et là, vous allez voir en réalité augmentée ce qui a été obtenu à l'aide de cette sonde d'intensité à l'extérieur sur une route où les véhicules passent à 70 km/h et là, je suis à 50 mètres de la route. Donc, on entendait les véhicules, mais pas très fort. Et ce que vous allez voir bouger, ce sont les cercles qui, qui correspondent à chaque octave et chaque taille de cercle correspond à l'intensité pour cette octave. Donc là, c'est une petite vidéo d'animation et là, on voit un bus qui arrive. Donc là, je ne parle pas et vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Donc là, on s'est dit, mais il se passe quelque chose de plutôt pas mal, puisqu'on arrive vraiment à déterminer la direction du bruit dominant, y compris dans les basses fréquences. Donc on est allé jusqu'au bout de notre POC et on arrive aujourd'hui à un produit fini qui est délivré depuis le 1er janvier. Alors, de quoi il est fait? Qu'est-ce qu'il fait? Donc il détermine la direction du bruit dominant et il fournit
l'azimut et l'élévation du bruit. Il fait une analyse précise pour chaque octave de 63 à 4 kHz, avec une résolution, vous allez voir, qui est plutôt très intéressante. La durée d'intégration, elle est de 100 millisecondes ou de 1 seconde. Donc, tous les 100 millisecondes ou toutes les secondes, on enregistre pour chaque bande d'octave et pour le global A, l'azimut et l'élévation. On a une précision angulaire qui est comprise entre 4 et 10 degrés dans toutes les directions, ce qui est très intéressant lorsqu'on parle de mesure de bruit dans l'environnement. Bien sûr, on n'a pas du tout affaire à une caméra acoustique, c'est quelque chose de complètement différent. C'est quelque chose qui va vous pointer d'où vient le bruit dominant quand il y a un bruit dominant. Autre chose intéressante avec la théorie de l'intensité, puisque c'est une sonde d'intensité, on a un indicateur de qualité de la mesure qui est la différence entre le niveau de pression mesuré au niveau du capteur et le niveau d'intensité. Lorsque le niveau de pression et le niveau d'intensité sont à peu près identiques, ça veut dire qu'on est dans de bonnes conditions pour que la mesure soit correcte. Lorsqu'on a une grosse différence entre le niveau de pression et le niveau d'intensité, ben, ça veut dire qu'on est dans un champ qui est perturbé, on est en présence de différentes réflexions dans un champ réverbérant ou avec des sources multiples. Dans ces cas-là, le capteur va vous dire, j'ai mesuré quelque chose, mais je ne suis pas sûr de ce que je mesure, donc il vaut mieux que tu ne prennes pas ce que j'ai pris, ce que j'ai mesuré. Et puis, bien sûr, il a été fait pour une utilisation en extérieur longue durée, puisque c'était fait notamment pour la surveillance, pour du monitoring. Alors, c'est fait comment? Alors, le principe, c'est une sonde d'intensité qui est constituée de 8 microphones qui sont au sommet d'un cube de 2 cm de côté. Alors, vous voyez une photo où la bonnette a été retirée. La bonnette et tout le système de protection anti-intempéries a été retiré. Et donc là, on se retrouve avec 12 sondes d'intensité qui sont constituées par des doublets microphoniques. Donc, on a 4 doublets microphoniques dans l'axe jaune, qui est l'axe des X, 4 doublets microphoniques dans l'axe des Y, qui sont les doublets microphoniques verts, et 4 dans l'axe des Z, qui sont les doublets violets. Eh ben, on fait la somme de tous ces vecteurs d'intensité en divisant par 4, puisqu'on en a 4 à chaque fois, bien évidemment. Et donc, on se retrouve avec le vecteur intensité qui va vous pointer la source dominante. Donc, on fait l'acquisition et le traitement du signal avec 8 canaux. Et ensuite, on fait du post-processing sur ces 8 canaux pour calculer l'intensité sur les 12 sondes, la somme, et ensuite la projection. Donc, je vais assez vite. La somme vectorielle des 12 vecteurs intensité, et on en déduit l'azimut et l'élévation par des projections, d'une part sur le plan XY pour l'azimut, et d'autre part sur l'axe Z pour l'élévation. Et on calcule bien évidemment l'index delta PI pour chaque bande d'octave, ce qui va nous permettre de dire ma mesure elle est correcte, ma mesure elle est à prendre avec des pincettes, ou ma mesure n'est pas bonne. Et ensuite, on l'intègre dans notre sonomètre XL3 de manière très simple. Donc, la durée d'intégration, je vous l'ai déjà dit, elle est de 100 millisecondes ou de 1 seconde. L'azimut et l'élévation sont mesurés, stockés, calculés, stockés dans le XL3. Et on a une visualisation sur l'interface du sonomètre. Je vais vous la montrer, c'est assez rapide. Voilà. Et on a juste un connecteur qui est un câble USB-A qui va faire à la fois l'alimentation et les datas. Et ça se passe comme ça. Voilà. Donc, si je vous le montre. Je me connecte à l'appareil. Il s'était déconnecté. Je suis désolé, ça va prendre quelques secondes. Voilà. Donc là, j'ai un noise locateur qui est connecté. Et là, quand je parle, vous voyez, on a le vecteur intensité. Alors moi, je suis au nord du noise locator. C'est la raison pour laquelle, lorsque je parle, il pointe le nord. Et si je fais tourner une petite source, alors je vais cette fois-ci, je fais tourner la source autour.
Et là, on voit que ça se promène. Alors, quelques exemples de cas d'utilisation qui vont vous permettre d'avoir une idée un peu plus précise de la façon et les différentes possibilités d'utilisation du NL1. Alors, j'en ai pris deux qui sont assez simples et très parlants. On est dans un premier cas, dans un site industriel, où on a deux types de sources qui ont des fréquences différentes. Le premier type de source en bleu, qui sont avec des azimuts compris entre 150 et 190, et un deuxième type de source compris entre 200 et 225 qui pointe assez clairement. Et vous allez voir ce qui s'est passé sur 24 heures. Alors, si je regarde, si je me focalise sur l'octave 125, là, j'ai un nuage de points, et la couleur des nuages de points varie avec l'heure de la journée. Elle est bleu marine quand c'est le début de la journée à minuit, et elle devient jaune clair quand c'est à minuit, la fin de la journée. Là, vous voyez que pendant toute la journée, on a une source clairement qui pointe entre 200 et 225. C'est une source qui est à 125 Hz. Si je regarde une autre octave, qui est l'octave 500 Hz, et bien là, j'ai quelque chose de très intéressant. Ce que l'on voit, c'est que dans la première partie de la nuit, on a tout un tas de nuages de points qui sont bleus, qui correspondent à la source qui est allumée entre 135 et grosso modo 150 degrés. Donc, c'est ce que l'on trouve sur la partie bleue. Et le reste de la journée, eh ben, cette source-là s'est éteinte et une autre source s'est allumée sur 500 Hz. Donc, une des choses qui a été très intéressante lors de cette manipulation sur 24 heures, ça a été de dire, eh ben, pendant une partie de la journée, j'ai cette source qui était allumée, et pendant l'autre partie de la journée, j'avais deux sources qui étaient allumées, qui ne me pointaient pas au même endroit. Un deuxième exemple, euh, là on est sur un chantier en région parisienne, et on a une partie qui est le chantier, l'autre partie qui est la rue. Donc vous allez avoir le bruit du chantier qui est noyé dans le bruit général, et l'importance que l'on accorde à la mesure ici, c'est d'être capable de discriminer ce qui vient du chantier de ce qui ne vient pas du chantier. Pourquoi? Parce que on est intéressé sur un chantier au niveau d'exposition que ce chantier crée par rapport aux riverains. Donc on va faire en sorte de calculer un niveau d'exposition uniquement sur le bruit qui vient du chantier et de ne pas prendre en compte le bruit qui ne vient pas du chantier. Et donc là, deux graphiques sont plus parlants que beaucoup de discussions. Le premier, c'est si je ne fais pas de filtre, voilà ce qui se passe sur une semaine. Eh ben, j'ai des niveaux de bruit qui sont principalement orange, rouge et rouge foncé. Et si je ne prends en compte que le bruit lorsqu'il vient du chantier, voilà ce qui se passe. Et ben à ce moment-là, j'ai filtré tous les bruits de la rue, notamment puisque vous voyez qu'à gauche, il y a la rue et à droite, il y a le chantier. Et ben, cette technique vous permet de discriminer le bruit qui vous intéresse de tous les bruits qui ne vous intéressent pas. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant quelques outils d'analyse qui ont été utilisés pour faire ces cas d'utilisation. Le premier, c'est on a une visualisation avancée temps réel, ce qui permet, lorsqu'on est sur place, de créer des vecteurs, de visualiser la carte, de visualiser le vecteur en temps réel sur la carte, de faire une évolution temporelle avec des marqueurs sur les secteurs et de visualiser l'azimut élévation par octave. Alors, plutôt qu'un long discours, pareil, on va faire la manip. Si je la retrouve, où est-ce qu'elle est? Tac. Voilà, donc là, vous voyez, je suis en train de parler, j'ai le vecteur qui... Alors, bon, je ne suis pas aux Champs-Élysées, hein, je ne suis pas sûr, mais je me suis mis à cet endroit-là parce que j'ai trouvé que c'était pas mal, il y avait des rues qui correspondaient à peu près au nord-est, sud-ouest. Et donc là, c'est pareil, si je me promène avec ma source de bruit, qui émet entre 125 et 2000, donc là, c'est mon téléphone, hein. Nord, sud, est, ouest. Je tourne autour. Et si je me mets en 3D, alors je vais enlever les secteurs, uniquement pour voir
vous voyez que le vecteur, il monte et il descend en même temps que je monte et que je descends la source. Ce que vous voyez en bas, ce sont les différents octaves qui sont mesurés. On a l'azimut dans la rose des vents et on a l'élévation sur la partie de droite. Donc, vous allez voir, par exemple, je suis au nord, là, je suis plein nord. Je vais me remettre en 2D. Voilà, je suis plein nord. Et là, je vais monter ma source et je vais descendre ma source. Bon, ça ne marche pas trop mal pour une démo. Parfois, il y a l'effet démo qui fait que ça ne marche pas. Voilà. Alors, avec MeasureEye, qui est le Cloud NT Audio, eh ben, on a la possibilité de filtrer sur le secteur que l'on souhaite. Dans le cas présent, ce que je vous ai montré, dans le premier cas d'utilisation, c'était filtrer uniquement sur le bruit qui venait du chantier, en l'occurrence entre 0 et 150 degrés. Et on fait un calcul des niveaux d'exposition par secteur. Et alors, ce que vous voyez ici, c'est deux courbes, la courbe bleue et la courbe verte. La courbe bleue, c'est le global A, sans filtre. Et la courbe verte, c'est le global A filtré avec uniquement les niveaux mesurés quand il venait des secteurs qui ont été prédéterminés. Le reste du temps, on lui donne un bruit de fond qui est de 20 dB dans mon cas là. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai un bruit de fond de 20 dB. Et donc, ça permet d'avoir en temps réel des alarmes sur des niveaux d'exposition, sur des niveaux glissants, et de faire des alarmes combinées avec d'autres indicateurs du projet. Et donc, ça marche comme ça, sur du temps réel. Je vous montre juste très rapidement. Voilà ce qui se passe. Là, par exemple, on est en temps réel sur un point de mesure. Et là, vous avez le niveau global 1. Alors là, il s'est arrêté. On va le relancer. Vous avez le niveau global 1. Ici, le niveau filtré sur la droite, pardon, le niveau filtré en bas, l'azimut et l'élévation à droite. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? On voit que tout le bruit, vous voyez, l'azimut et l'élévation, l'azimut est aux alentours de 200 degrés, ce qui veut dire qu'il ne fait pas partie du filtrage que j'ai choisi entre 0 et 150. Dans ces cas-là, le niveau de bruit, il est remplacé par 20 dB. S'il y avait du bruit sur ce chantier au moment où je vous parle, eh ben à ce moment-là, l'azimut serait compris entre 0 et 150 et le LSEG-EQ, qui est le niveau filtré, ne serait pas de 20 dB, mais serait à ce moment-là du véritable niveau mesuré. Voilà comment ça fonctionne. On a la possibilité de faire une analyse en temps différé avec Log Evaluator, qui est un autre outil. Donc, je vais aller assez rapidement sur Log Evaluator. Donc là, vous voyez que je me retrouve avec une mesure qui a été faite, non pas aux Champs-Élysées, mais c'est là que je l'ai mis quand même. Et là, il se passe quelque chose, vous voyez qu'il y a un niveau de bruit beaucoup plus élevé. Ben, je vois que ça a pointé le secteur plein est. Et là, j'ai la possibilité, une fois que la mesure a été faite, de rejouer, d'analyser, éventuellement de réécouter ce qui s'est passé. Et donc là, j'ai l'évolution temporelle, là, j'ai le spectrogramme, là, j'ai l'indicateur de qualité, le delta PI. Ici, j'ai l'azimut. Donc là, vous voyez qu'on est à 300 degrés, pratiquement. Ici, on est passé en plein est. Ici, on est plutôt vers le sud. Et là, j'ai également l'élévation. Et cette élévation, elle était a priori de 0 degré, donc horizontale. J'ai baissé la source, j'ai relevé la source, et voilà ce qui se passe. Donc ça, ce sont des outils qui permettent a posteriori d'analyser un phénomène qui a été stocké dans le XL3. Voilà. Je crée les secteurs, je le visualise en temps différé, je fais l'évolution temporelle, et j'ai la visualisation de l'azimut et l'élévation pour chaque bande d'octave. Et puis, on a bien évidemment l'analyse environnementale Data Explorer qui permet de créer des marqueurs en fonction des différents azimuts considérés. Dans mon cas, j'ai créé 4 marqueurs qui sont nord, est, sud, ouest, très simple. Et lorsque je regarde, donc le marqueur sud, il est orange, le marqueur ouest, il est bleu, le marqueur est, il est rose, etc. Et une fois que j'ai fait ces marqueurs, j'ai les résultats qui vont me donner la contribution relative des sources
correspondant à chacun des secteurs considérés. Donc là, j'ai toutes les informations de chacun des secteurs. Là. Donc, je finis par quelques caractéristiques techniques très rapides. Les spécifications techniques, bon, on est de 30 à 125 dBA. La précision angulaire, comme vous pouvez le voir, elle est assez bluffante, y compris à 63 Hz. Il est tout temps, bien évidemment, et il a une consommation qui est inférieure à 1 watt, avec une DI de 100 ou de 20 millisecondes. Chaque appareil étant livré avec un certificat individuel d'étalonnage que vous voyez en tout petit en bas à droite. La précision angulaire est mesurée en laboratoire chez nous individuellement pour chaque appareil. Et on avait au niveau de l'élévation une erreur systématique que l'on a corrigée, si bien que entre avant et après, ben, bien évidemment, l'erreur systématique a été complètement annulée. Le petit écart que vous voyez ici, c'est à 63 Hz, c'est dû à notre chambre sourde. Voilà, j'espère que je suis resté dans les temps. J'ai essayé de faire dans les 15 minutes, ça doit être à peu près ça. Merci beaucoup de votre attention. Et puis, si vous avez des questions, elles sont bien évidemment les bienvenues.